Bonjour, dans cette vidéo nous allons revoir le thème la consommation et l'épargne. Commençons par les principaux déterminants de la consommation. On retrouve des variables économiques comme le revenu, le niveau des prix, le niveau des taux d'intérêt, la fiscalité ou encore les anticipations. Des variables liées au mode de vie des ménages comme les conditions de travail, le temps de travail, l'habitat et le cadre de vie, le niveau culturel ou les relations sociales, mais aussi des déterminants liés à l'évolution de la société comme le développement économique du pays, la modification de la pyramide des âges, l'accroissement des taux d'activité féminins ou encore l'innovation, la mode, la confiance en l'avenir notamment. Nous allons nous attarder sur le revenu et sur les prix en étudiant notamment les propensions et les élasticités. Commençons par le revenu. Dans ce tableau, nous retrouvons à l'époque 0 un niveau de revenu, un niveau de consommation et d'épargne, et à l'époque 1 un revenu, une consommation et une épargne qui ont augmenté. Calculons tout d'abord la propension à consommer à l'époque 0. Il s'agit tout simplement du ratio entre la consommation et le revenu, soit 850 sur 1000, 85%. Si la propension moyenne à consommer est de 0,85, on en déduit que la propension moyenne à épargner est de 0,15. Calculons maintenant la propension marginale à consommer. L'objectif est de comprendre comment s'est réparti le supplément de revenus entre les deux périodes. Il nous faut pour cela calculer en numérateur la variation de la consommation, soit 1200 moins 850, divisé par en dénominateur la variation du revenu, 1500 à l'époque 1, 1000 à l'époque précédente. On obtient donc 0,70. Cela signifie dans cet exemple que le supplément de revenu a été affecté à 70% à la consommation et donc à 30% à l'épargne. Calculons maintenant l'élasticité revenu. L'élasticité mesure la façon dont la consommation d'un bien évolue en fonction de la variation du revenu. On utilise pour cela la formule suivante, la variation relative de la consommation en numérateur et la variation relative du revenu en dénominateur. Soit dans notre exemple 1200 moins 850 sur 850 et pour le dénominateur 1500 moins 1000 sur 1000. L'élasticité revenue de la consommation dans notre exemple est de 0,82, ce qui signifie que pour une élévation du revenu de 1%, la consommation s'élève, elle, de 0,82%. Enfin, on note que l'élasticité revenue est de signe positif. Plus le revenu s'élève et plus la consommation s'élève. Étudions maintenant le lien entre consommation et prix au travers du calcul de l'élasticité prix. Dans notre exemple, le prix des cerises augmente entre l'époque 0 et 1 et parallèlement la consommation en kilos diminue, ce qui graphiquement nous donne ce type de courbe avec une pente négative. On peut donc s'attendre à ce que l'élasticité prix soit de signe négatif. En utilisant la même formule mais avec le prix en dénominateur, on obtient la réponse moins 2,14. Cela signifie que lorsque le prix s'élève de 1%, alors la consommation baisse de 2,14%. On constate donc ici une très forte sensibilité au prix, une très forte élasticité, notamment dans la mesure où il existe des produits de substitution aux cerises. Ainsi, certains produits ont une demande peu élastique, comme le sel, le pain, les carburants, notamment lorsqu'il n'existe pas de produits de substitution. A l'inverse, les fruits, légumes frais notamment, ont une très forte élasticité. Le calcul de l'élasticité prix croisée nous amène à nous poser la question de savoir si la variation du prix d'un bien pourrait entraîner la variation de la demande d'un autre bien. Dans notre exemple, nous disposons de deux produits, deux périodes, deux niveaux de consommation et deux niveaux de prix. Nous avons déjà étudié et savons que si le prix du produit A s'élève, alors logiquement la consommation du produit A diminue. Pour autant, la consommation du produit B peut tout autant s'élever ou bien diminuer selon que A et B soient complémentaires ou substituables entre eux.
La formule utilisée est quasiment la même en ayant en numérateur le produit A et en dénominateur le produit B. On obtient ici la réponse de plus 0,72, ce qui signifie que lorsqu'il y a une élévation de 1% du prix du produit B, cela se traduit par une hausse de 0,72% de la consommation du produit A. Les deux produits A et B sont donc ici substituables. Ainsi, dans un calcul d'élasticité, les produits peuvent être indépendants, complémentaires ou substituables. Notons enfin que ce concept d'élasticité est un outil dans la stratégie de fixation du prix de l'entreprise. Étudions maintenant les coefficients budgétaires. Un coefficient budgétaire représente la part d'un poste de dépense dans l'ensemble des dépenses d'un ménage. On note ici deux faits marquants sur un espace de 45 ans, la division par deux du poste alimentation et boissons non alcoolisées ou encore habillement et chaussures, et la multiplication par deux du poste logement, eau, gaz, électricité. Attention cependant, ces chiffres ne sont que des moyennes qui peuvent être bien différentes en fonction des catégories socio-professionnelles. Les lois d'Engel, statisticien allemand du XIXe siècle, mettent en avant que plus le revenu s'élève et plus la consommation de biens alimentaires diminue, alors que celle de la culture des loisirs augmente. On distingue ainsi les biens inférieurs dont l'élasticité revenu est négative, les biens normaux ou neutres avec une élasticité positive comprise entre 0 et 1, et les biens supérieurs dont l'élasticité est supérieure à 1. Intéressons-nous maintenant aux auteurs ayant traité du thème de la consommation. Tout d'abord Keynes avec la loi psychologique fondamentale de la consommation. Selon Keynes, en moyenne et la plupart du temps, les hommes tendent à accroître leur consommation à mesure que le revenu croît, mais non d'une quantité aussi grande que l'accroissement du revenu. On en déduit que la propension marginale à consommer est positive et inférieure à 1. Pour Keynes, la consommation est déterminée par le revenu courant. L'État peut donc avoir un intérêt à soutenir la demande par une politique de redistribution des revenus. Selon Duesenberry, la consommation peut aussi dépendre de la classe sociale ou du groupe social de référence. Ainsi, les classes sociales supérieures exercent un effet de démonstration sur les classes sociales inférieures. Tout comme Duesenberry, Brown met en avant l'effet de cliquet. L'effet de cliquet signifie que lorsqu'une variable a pris une position, elle revient difficilement sur un niveau inférieur. Appliqué au thème de la consommation, cela signifie que si les revenus diminuent, le ménage s'efforce de maintenir son niveau de vie antérieur, quitte à puiser sur l'épargne. Friedman intervient en opposition aux idées de Keynes avec la théorie du revenu permanent. Pour lui, les dépenses de consommation sont plus stables que le revenu réel, et les agents ne déterminent pas leur consommation en fonction du revenu courant, mais plutôt de leur revenu permanent, à savoir le revenu espéré au cours des périodes futures. Selon lui, toute intervention de l'État visant à stimuler la consommation est donc parfaitement inutile. La théorie du cycle de vie de Modigliani met en avant que chaque ménage ajuste sa consommation et son épargne en fonction de trois grandes périodes de la vie. La vie non active, dans laquelle il y a insuffisance de revenus, la vie active qui permet de dégager de l'épargne et la retraite qui nécessitera de recourir à l'épargne préalablement constituée. Enfin, la notion d'effet de richesse se traduit par une propension à consommer de plus en plus grande à mesure que le patrimoine augmente. On peut noter pour conclure quelques comportements atypiques du consommateur. Tout d'abord l'effet Giffen. Lorsque le prix des biens inférieurs s'élève comme le pain ou les pommes de terre, leur consommation a tendance à augmenter. L'effet Veblen, qui traduit le fait que la consommation d'un bien peut augmenter alors que pourtant son prix s'élève. Il s'agit souvent d'un effet de snobisme ou d'une consommation ostentatoire. Enfin, l'effet de cliquet, déjà cité préalablement, qui fait que lorsque le revenu baisse, la consommation met du temps à s'y adapter. Elle est en fait conditionnée par le plus haut niveau antérieur. En France, le partage du revenu disponible s'effectue à 85% vers la consommation et 15% vers l'épargne. Quels sont donc les principaux mobiles qui conduisent à l'épargne? On peut en distinguer 4. Tout d'abord, un motif de précaution face à un éventuel risque de perte d'emploi.
un motif d'économie au sens économiser pour un projet type le logement. Un motif de rapport compte tenu des taux d'intérêt, de la fiscalité ou avec objectif de constitution d'un patrimoine. Et enfin, justement, un motif de maintien du niveau de patrimoine compte tenu des prélèvements obligatoires. On sait par ailleurs que le niveau d'épargne est fortement lié à l'âge de l'individu. Ce niveau est maximum pour le cas de la France, vers 52 ans. Enfin, il faut noter que les pays à population âgée, comme l'Allemagne par exemple en Europe, disposent d'une forte capacité d'épargne, alors que les économies jeunes ont plutôt, elles, un besoin de financement. Nous retrouvons pour terminer les différents concepts et auteurs cités dans les thèmes 7, 8 et 9. Ce thème fait partie du dossier 3 lorsque nous sommes en cours, en face à face. Vous retrouvez ici toutes les ressources à votre disposition, l'adresse mail pour me contacter sur l'Académie de Nantes, le blog avec les QCM en ligne, les 2 chaînes YouTube, une chaîne davantage axée sur les exercices de gestion, cette même chaîne avec les tutoriels d'économie, et un ouvrage d'entraînement aux exercices de gestion pour la préparation des examens ou des concours.